Les problèmes sur lesquels Guillaume Lecointre vient d'insister ne sont pas des problèmes franco-français, on l'a déjà vu, on le sait bien. Et de ce point de vue-là, il est particulièrement heureux que notre collègue et ami Kevin Padian de l'Université de Californie à Berkeley soit parmi nous aujourd'hui. Il va vous dire quelques mots de l'état présent du créationnisme américain. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier mon cher ami et collègue, professeur Armand de Ricrest, de m'avoir invité à présenter une conférence aujourd'hui lors de cette réunion prestigieuse. Depuis plus que 25 années, je m'occupe de l'éducation scientifique destinée aux écoles de l'Amérique. On a vu quelques vagues, pour ainsi dire, de la résistance créationniste contre l'enseignement de l'évolution, également contre des sujets tels la datation radiométrique, la tectonique, l'âge ancien de la Terre et de l'univers. Pour nos collègues européens, ceci doit ressembler à quelque chose d'insensé, à quelque folie inimaginable de nos jours. Je voudrais expliquer un peu quelques questions fondamentales. Pourquoi le créationnisme aux États-Unis, au contraire d'autres pays? Pourquoi le système de l'éducation ne peut pas lui-même le rectifier? Le procès à Dover, à Pennsylvanie, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi valent les créationnistes américains? D'abord, pourquoi le créationnisme aux États-Unis, au contraire d'autres pays? L'histoire de l'anti-évolutionnisme aux États-Unis commence au début du XXe siècle et dès lors, il s'est fortement répandu et a évolué. Autrefois, au XIXe siècle, il y avait peu de conflits entre la science et la religion. Il y avait l'idée théologique du Dieu des lacunes, c'est-à-dire des lacunes entre les versets de l'Écriture, de la Bible, qui ne disaient rien sur la nature. Selon ces religieux, c'était dans ces lacunes que la science pouvait s'épanouir sans ingérence de l'Écriture. Ainsi, la science et la religion ont vécu ensemble pendant des décennies. Au début du XXe siècle, un nouveau réveil s'est répandu aux États-Unis, surtout dans le Sud-Est. C'était un réveil du fondamentalisme chrétien qui s'opposait au dialogue entre la religion et la science. Il est apparu des tracts fondamentalistes nommés les fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux de la religion conservatrice et évangélique, ceux qui croyaient à la vérité littéraire de la Bible, en chaque mot de la Bible. C'est André Malraux qui a remarqué qu'aux États-Unis, il y a eu toujours deux traditions. L'une est celle des Lumières, de la raison des idées de Jefferson, Hamilton et Franklin. L'autre est la tradition des pèlerins, des puritains qui ont quitté leur pays pour échapper de la persécution. Et puis, après une volte-face, dans le Nouveau Monde, ils se sont mis à persécuter tous ceux qui s'opposaient à eux. L'histoire de l'Amérique, dans un certain sens, est faite du flux et du reflux des deux traditions. Pendant les 1950, la menace des Russes et de leur Sputnik a stimulé une renaissance scientifique en Amérique, notamment dans le domaine de l'éducation scientifique. Pendant le baby-boom qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un investissement renouvelé dans l'éducation, surtout dans les sciences de la physique et la chimie. En biologie, on a mis l'accent sur les nouveaux terrains de la biologie cellulaire et moléculaire et de la génétique. L'évolution était enseignée en général, mais concernait surtout la génétique. C'était une période plutôt laïque. Par contre, depuis les 1980, l'âge du président Reagan, une époque plus conservatrice, plus idéologique en ce sens, on voit une réapparition du fondamentalisme jusqu'à nos jours. La majorité morale, pour ainsi dire, la croissance des sectes fondamentalistes, la lacune profonde entre la religion et la science. Le président Reagan, fameusement, a dit que l'évolution n'est qu'une théorie, montrant tout d'un coup
qu'il ne comprenait ni l'évolution ni la définition scientifique d'une théorie. Aujourd'hui, avec Obama, on voit un peu et enfin la chute de la philosophie néoconservatrice. Peut-être verra-t-on diminuer l'influence fondamentaliste aussi. Obama a promis de respecter la science et ne pas y laisser ingérer l'idéologie. Nos scientifiques comptent sur lui. Pourquoi le système de l'éducation ne peut pas lui-même rectifier le problème créationniste? D'abord, un peu d'histoire. Dès le début de notre nation, la révolution contre la Grande-Bretagne, il y a eu une lutte continuelle entre ceux qui veulent un gouvernement centralisé et fort et ceux qui préfèrent que les droits soient laissés aux États. En effet, ce fut une grande partie de l'origine de notre guerre civile, de 1861 à 1865. Surtout pour nos frères du Sud, qui ont vu la guerre civile comme une lutte économique. Mais pour ceux qui ont grandi au Nord, la guerre civile concernait surtout la liberté des esclaves. Vous voyez le problème. Comme pour la France, notre pays a une longue tradition de différences culturelles et historiques très régionales. En conséquence de cette histoire, de ces valeurs et de ces traditions très diverses, il est impossible d'établir en Amérique aucun semblant d'un programme d'études national. Les démocrates, les libéraux en somme, la suppriment pour être sûrs que tous les Américains aient les mêmes opportunités, les mêmes accès à l'éducation, ce qu'ils comprennent et apprécient beaucoup. Les conservateurs, en somme et au contraire, s'y opposent parce qu'ils craignent que leurs enfants soient éduqués selon des valeurs étrangères, laïques, libérales, voire immorales. C'est un peu ironique qu'aujourd'hui en Amérique, nous avons une loi de laquelle notre dernier président s'est fait le champion, qui s'appelle l'Act No Child Left Behind, c'est-à-dire aucun enfant abandonné, pour ainsi dire. Selon cette loi, la somme d'argent donnée par le gouvernement fédéral à Washington aux écoles locales de chaque État est déterminée par l'exécution, les performances des élèves, mesurées par des examens nationaux et standardisés. C'est un peu étrange de voir un système national d'examen sans un programme d'études national, ni des livres scolaires nationaux. Et ceci a été instauré surtout par un président conservateur. Comment cela peut s'expliquer? Les conservateurs se sont rendus compte que si l'argent fédéral pour l'éducation était lié aux performances aux examens, ils pouvaient, par l'argent, contrôler les examens. Or, il faut se rappeler que les conservateurs n'aiment pas que leurs enfants soient éduqués selon des valeurs étrangères, laïques, libérales, voire immorales. Les examens, les devoirs, les lectures, les activités aux questions complexes, celles qui demandent, par exemple, comment évaluer des choix philosophiques, d'éthique ou de morale, ils ne les aiment pas. Ils préfèrent n'enseigner que les faits, les données, et laisser l'enseignement des valeurs et les questions complexes aux familles et aux religions. Donc, ils préfèrent les questions simples aux choix multiples. Exactement ce qu'on trouve dans les examens standardisés. En liant l'argent fédéral, qui provient des États et des individus, rappelons-le, aux performances à ces examens, ils sont assurés que la majorité du temps dans les salles de classe sera consacrée à l'effort de faire réussir les enfants aux examens, ce qui laisse moins de temps pour explorer des questions complexes. Donc nous avons un système d'éducation un peu chaotique. Parmi nos 50 États, 23 sont ce qu'on appelle adaptionnistes, c'est-à-dire qu'ils établissent des comités tous les 3, 5 ou 5 ans pour juger quels livres scolaires, pour tous les cours de la littérature aux sciences, seront permis d'être achetés avec l'argent de l'État. L'examen des livres permet de déterminer s'ils sont conformés au programme d'études de l'État en question, mais aussi à la qualité de fabrication, la clarté, la lisibilité et même à la représentation des femmes, à celle des minorités, des invalides, etc. C'est une grande et complexe compétition.
surtout dans les plus grands États, dont New York, Floride, Californie et Texas. Sur les programmes qui peuvent répondre à toutes les sortes de régulations et des examens bureaucratiques, y compris à la qualité de l'information selon les rubriques de chaque État, peuvent être qualifiés. Vous ne serez pas étonné de constater qu'il y a une lutte perpétuelle contre les deux côtés dont je viens de parler, pour contrôler les contenus, les matières des livres scolaires, ce qui sera enseigné à tous les enfants. Des organisations conservatrices attaquent sans cesse l'évolution, l'origine du vivant et l'univers, les choix littéraires qu'elles croient méchants ou immoraux, et même la façon d'enseigner les enfants à lire et celle de faire des mathématiques. Les pauvres messieurs et dames qui produisent ces livres et matériel pédagogique se trouvent sans cesse pris dans une tempête, comme vous pouvez bien le comprendre. Mais il ne faut pas trop les prendre en pitié. Afin de calmer et apaiser leurs clients, ils ont arrivé à rédiger et à éditer des séries de textes parfois presque vides d'informations utiles. En essayant de plaire à tout le monde, l'industrie a développé des livres très grands et très épais, très lourds, mais en effet plutôt semblables aux encyclopédies, aux dictionnaires, qu'aux livres qui peuvent expliquer la science et faire des étudiants des citoyens cultivés. Donc le procès à Dover, Pennsylvanie, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? En Amérique, chaque ensemble d'écoles d'une ville, d'un village ou d'un réseau des petites écoles locales a un comité de gouvernement élu par les citoyens. C'est souvent les niveaux les plus bas où ceux qui veulent un jour devenir conseiller municipal, maire, etc., peuvent commencer leur carrière. Mais en effet, la plupart des membres ne veulent que servir et aider leur communauté. Or, à Dover, il y a quelques années, en 2004, certains dans leur comité d'éducation se sont convaincus, étant chrétiens fondamentalistes, que le darwinisme, tel qu'ils pouvaient s'en rendre compte, était satanique, irréligieux, et ne pouvait pas être enseigné dans les lycées sans que soit enseigné en plus ce qu'ils nommaient des théories alternatives. Vous riez à propos de cette idée peut-être, parce que tout le monde sait que dans les sciences, il n'existe pas de théorie alternative à la théorie néo-darwinienne, qui était fondée plus ou moins sur les principes de Darwin lui-même. Mais les savants du comité de l'éducation de Dover insistaient pour dire qu'il existait l'idée du dessin intelligent, ou DI, en anglais, Intelligent Design. Mais qu'est-ce que le dessin intelligent? La réponse n'est pas simple. Au milieu de la décennie 1990, il est apparu comme mouvement intellectuel, fait évidemment pour stimuler des idées scientifiques en faisant admettre que la science ne sait pas tout. Donc, disent-ils, pouvait-on s'interroger pour en savoir plus sur les origines non matérielles du vivant, des espèces, de l'univers, sans les contraintes de la science traditionnelle? Qu'est-ce que le dessin intelligent ou DI? Ces partisans insistent sur le fait que, pour eux, la plus grande part de la connaissance scientifique dans toutes ces branches est normale et ne pose pas des problèmes d'origine et d'ontologie. Mais selon eux, on peut identifier parfois des cas où la structure d'un phénomène est si complexe qu'il est forcément impossible qu'elle ait pu être formée seulement par des processus naturels. On parle par exemple des machines biologiques très complexes avec plusieurs composantes mécaniques. Le flagelle du bactérium, selon les enthousiastes du DI, est devenu le symbole et l'exemple primaire d'une structure qui n'a jamais pu être formée par des causes naturelles, mécaniques, aléatoires, voire sélectives, parce que la structure est si complexe. Il consiste en une cinquantaine de protéines qui contribuent à la structure et la fonction du flagelle, qui fait tourner et propulse le bactérium partout comme une petite hélice. Le problème pour les partisans du DI, c'est qu'on connaît d'autres bactéries qui ont un flagelle, mais qui ont moins de 50 protéines qui le composent.
Néanmoins, le flagelle fonctionne toujours comme une hélice. Réduit à une trentaine de protéines, le flagelle d'autres bactéries ne fonctionne plus comme hélice, mais il contribue, comme la plupart des bactéries au flagelle simple, au système immunologique. Pour ceux qui acceptent l'évolution, cette dernière fonction serait la fonction primitive, originelle des bactéries. Et au fur et à mesure, dans certaines lignées de bactéries, la fonction secondaire de la locomotion s'est développée. Mais le problème le plus profond pour les partisans du DI, c'est qu'ils ne peuvent pas admettre la possibilité de l'adaptation secondaire, parfois nommée exaptation. L'évolution d'une deuxième, voire troisième ou quatrième fonction d'une structure parmi les processus de l'évolution. Mais il est clair, d'après nos études des dinosaures et des oiseaux d'Etromesozoïque, par exemple, que les premières plumes n'étaient que des filaments très simples, puis des filaments simples mais branchus, puis avec une tige ou avec un pédicule central avec des branches fines de deux côtés, puis avec des barbes aux branches fines organisées et finalement asymétriques. Cette histoire structurelle raconte aussi l'évolution de la fonction des plumes. D'abord simple pour l'isolation thermique, mais cependant parfois avec une pigmentation noir-blanc, éventuellement afin de se signaler ou de se camoufler, puis allongée et branchée afin de protéger les œufs de la chaleur ou de les isoler, comme on le voit avec des squelettes des dinosaures du Crétacé posés, fossilisés sur ces nids, et enfin avec des plumes bien développées qui forment une aile. Mais les partisans du DI insistent pour dire que c'est impossible de faire de telles transitions, que personne ne les a jamais vues, qu'on ne peut pas montrer comment la mutation au hasard et la sélection naturelle ont pu créer ces changements profonds. Pour eux, c'est toute la définition de l'évolution, la mutation au hasard et la sélection naturelle. Sans une explication détaillée, progressive, complète, point par point, de chaque pas, il résiste et nie la valeur de la science évolutionniste. Il insiste au contraire pour dire que de telles structures ont dû être créées par un dessinateur inconnu et puissant. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Et pourtant, très tôt, il fut clair que le DI n'avait rien à faire avec la vraie science. Il n'y avait pas de revue de leurs travaux par des pairs, par exemple. Pas un seul article scientifique. Les essais, tracts, conférences, réunions, brochures étaient bien financés par des fondations et par des individus conservateurs. Au fond, c'est un mouvement religieux et culturel dont le but est de remplacer les institutions laïques des États-Unis par celles qui seraient plus chrétiennes et plus conservatrices. Là, ils admettent eux-mêmes. Donc, notre stratégie pour le processus de Dover, pour laquelle j'étais un témoin expert, a été de dévoiler et de détruire cette supercherie. Le juge a décidé, d'abord, que la promotion du DI par le comité de l'éducation de Dover avait bien franchement un motif religieux. Deuxième, que le DI n'est pas scientifique du tout aux yeux de la communauté scientifique. Et ça, c'est important parce que personne ne veut que les juges déterminent qu'est-ce que c'est que la science, surtout les juges. Et trois, que les fausses critiques de l'évolution ne peuvent pas être enseignées dans les écoles. Pour nous, c'était une grande victoire, et une victoire absolument nécessaire parce qu'elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors, quo vadis les créationnistes américains? Le procès à Dover a détruit les prétentions scientifiques du mouvement DI. Cependant, les adversaires de l'évolution continuent à s'agiter au niveau local des communautés, où on peut susciter une opposition à l'enseignement de l'évolution sans grande résistance. Actuellement, il en existe plusieurs approches. Enseigner la controverse, ceci suppose qu'il y a vraiment une controverse sur la question de la descendance commune de tous les vivants. Et si on leur explique qu'il n'y en a pas, ils répondent « voilà la controverse qu'il faut enseigner ».
Liberté académique. En Amérique, cela veut dire que les professeurs des universités peuvent poursuivre leurs recherches sans ingérence idéologique ou politique des autres, et que les professeurs des lycées sont libres d'enseigner des programmes approuvés par l'État. Les créationnistes veulent dire la liberté de tout enseignant, même des instituteurs, de pouvoir introduire n'importe quelle information dans l'instruction de leurs élèves. Mais évidemment, ces matériaux souvent ne seraient pas scientifiques, mais religieux. Évaluation critique. Pour les créationnistes, ne signifie pas l'intégration scolastique entre la science, la philosophie, l'histoire, la rhétorique. Au contraire, pour eux, c'est l'acte de condamner tout ce qui vous déplaît. Que peuvent faire les scientifiques américains? S'engager dans la formulation, dans le développement des programmes scolaires des États, améliorer des livres scolaires, assister aux réunions publiques, aider les enseignants et les professeurs en leur offrant soutien et information, rester vigilants et se tenir au courant des efforts des créationnistes, et surtout écouter les problèmes et les questions des collègues des écoles qui ont besoin de l'aide et de l'information scientifique. En Europe, évidemment, la situation ainsi que les histoires, les lois, les relations entre la religion et l'État sont très différents. C'est difficile à imaginer que vous auriez de tels problèmes à l'échelle que l'on trouve en Amérique. Je l'explique un peu par un exemple, une statistique très simple. Parmi les 33 pays du monde se nomment développés, les deux qui sont les pires en ce qui concerne l'éducation publique en évolution sont les États-Unis et la Turquie. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux pays? Le fondamentalisme. La différence, c'est que chez nous, il s'agit des chrétiens et chez eux, ceux d'islam. Voilà très brièvement une petite histoire et une perspective sur la controverse américaine, et voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Je remercie de nouveau Armand Riclès de m'avoir invité à vous donner cette petite conférence, à Philippe Taquet de corriger mon français, et je vous remercie à vous tous de votre gentille attention.